télévision. Nous sommes le samedi 6 avril 2019. Kabila Jonathan, Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the news on Equinoxe television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Cameroon's Minister of Territorial Administration at Tanganzipo once more threatens to ban the Cameroon Renaissance Movement CRM political party over what he qualifies as plans to destabilize President Paul Biya's country. He accused the party of incarcerated Professor Maurice Kamto of planning an uprising in the guise of a peaceful protest, and a non-governmental organization tells the government of the Republic of Cameroon to put in place structures that will help in the good upbringing of the young people in order to curb the rising trend of insecurity, violence, and of course consumption of drugs and other ills in the academic milieu. À la une de ce journal, face à la montée en puissance de l'insécurité et la violence en milieu scolaire, les organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme sur ces fléaux qui gangrènent la jeunesse au Cameroun. Le drame enregistré au lycée bilingue de Dedo est ainsi venu raviver la flamme de ces ONG qui proposent des solutions en vue de sortir de ces maux, des propositions à suivre au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinoxe Télévision. L'insécurité prend des proportions inquiétantes dans les principales villes du Cameroun. Un homme a été froidement assassiné dans son domicile. La scène s'est déroulée au quartier Bamenda Edea dans le département de la Sanaga maritime. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard par les riverains. Les auteurs de ce crime crapuleux n'ont pas encore été identifiés. L'enquête suit son cours. Le récit des faits avec Rodrigue Ngassi, Isabelle Carole Zoupet. C'est baignant dans une mare de sang que le corps sans vie de M. Oum a été retrouvé à son domicile au quartier Tibda, à Idéa. Cet homme de la soixantaine décède ainsi après avoir reçu plusieurs coups de poignard tels que visibles sur sa dépouille. Ce sont des enfants qui vont faire la triste découverte et alerter aussitôt le voisinage. Comment passer, c'est nous qu'on a vu le corps. Papa Robin en premier. Après, donc, on a parti appeler nos amis qui jouaient le ballon là-bas au stade. Après, nos amis sont venus ici. Vous regardez. Les voisins portent un doigt accusateur sur sa compagne du fait que depuis plusieurs mois, de violentes disputes sont régulières dans ce couple. Bon, il y a un certain temps, il a eu le problème avec sa copine. Bon, il s'est même fâché pourquoi il ne suis pas venu là-bas pour dire que bon, mais ouais, papa c'est comment? Il a dit que non, moi je ne peux pas arranger affaire femme et homme. Il a dit que non, vous allez vous arranger là-bas. Et après, on a fait un temps là. La femme est revenue. On a fait un temps là, elle est restée là. Tout le dernier temps, c'est bon. La femme est portée disparue. En attendant les résultats de l'enquête qui détermineront les causes exactes de ce décès, le corps de M. Oum a été déposé à la morgue de l'hôpital annexe d'Edea. Et en milieu scolaire, la vie là-bas est loin d'être un long fleuve tranquille avec la montée en puissance de la violence, notamment les cas d'agression enregistrés et l'incident survenu au lycée bilingue. Dedo n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour faire face à tous ces maux, la société civile propose des outils pour améliorer la gouvernance au sein des écoles. Il a été élaboré par Zenu Network, une organisation de la société civile qui s'inquiète bien sûr de la montée en puissance de ce phénomène. Le reportage de Aïe Cyril. Des actes de délinquance et des écarts de comportement à n'en point finir. Nos établissements scolaires sont sous la menace de divers fléaux sociaux. Le récent meurtre du jeune élève du lycée bilingue de Dedo rappelle bien de tristes souvenirs. Nous disons tout simplement que les acteurs de la communauté éducative là-bas ne doivent pas rester dans l'analyse pour chercher qui a tort ou qui a raison, mais plutôt rechercher comment sortir de là. Comment donc sortir de cet enfer d'un autre genre qui fait de nos établissements scolaires non plus seulement des cadres d'éducation et d'apprentissage, mais des sortes de cours du roi Péto où la consommation de la drogue, le harcèlement sexuel
Le manque de respect envers les enseignants et le phénomène de notes sexuellement transmissibles dictent leur loi. L'ONG Zenou Network, qui n'est pas insensible à cette situation, propose des outils d'éducation dont la mise en œuvre pourrait inverser la courbe actuelle. Un dispositif qui se repose sur 4 piliers, d'installer les boîtes à dénonciation dans l'établissement d'enseignement secondaire, de mettre également en place des clubs d'éducation civique et d'intégration nationale qui vont sensibiliser et mobiliser les enfants, de mettre en place également un observatoire de la gouvernance qui permet de vérifier que les dénonciations sont valables et qui également veille à ce que les sanctions soient appliquées. Et si ça ne marche pas très bien, on peut faire appel également à des personnes relais qui soutiennent les responsables dans ce combat. L'expérimentation dans plusieurs établissements scolaires et les résultats obtenus sont de réels motifs de satisfaction. Notre présence dans au moins 420 établissements permet de créer au moins le contexte où les gens se sentent observés et ils ne font plus ce qui est répréhensible parce qu'ils savent que s'ils le font, ils seront dénoncés et peuvent être punis. Ça, c'est la plus grande chose que nous avons réalisée. Et dans les cas de dénonciation avérée, nous avons été très contents de voir que les concernés ont été sanctionnés, notamment certains principaux renvoyés, certains enseignants également punis ou des rappels à l'ordre qui sont donnés à ceux qui ont failli. Il faut sauver urgemment l'école en ramenant tous les acteurs de la chaîne éducative sur le bon chemin. Celui qu'ils n'auraient jamais dû quitter pour verser dans les actes de délinquance et autres déviances. Et la nouvelle réglementation des charges dans la zone CEMAC divise le secteur privé et la Banque centrale. Des réformes nouvellement introduites rendent difficile l'accès aux devises. D'après les chefs d'entreprise, des plaintes ont été adressées au niveau de la Banque centrale. Le reportage d'Innocent Abega, Donald Brice, Kamgan. Depuis le 1er mars dernier, il est interdit aux entreprises résidentes de créer des comptes en devises hors de la CEMAC, exception faite des banques. En outre, le compte en devises ouvert dans la sous-région ne peut être crédité ni en versement en francs CFA, ni par le débit d'un compte en francs CFA. Dans le même temps, il ne peut présenter un solde débiteur. Pour les chefs d'entreprise, ces nouvelles dispositions ont rallongé de 3 jours à 4 mois les délais d'exécution des transferts et achats de devises et complexifier les procédures. Ces préoccupations sont exprimées par la plupart des entreprises membres du GICAM. On enregistre un nombre important de transferts non exécutés auprès des banques, totalisant aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Tous ces éléments ajoutent à un contexte économique déjà difficile pour les entreprises. Il s'ensuit des effets désastreux pour elles, notamment le ralentissement, voire des menaces sur la continuité de leurs activités, la hausse des coûts, la perte de crédibilité vis-à-vis des fournisseurs étrangers. La nouvelle réglementation de change ne vise pas à fragiliser les économies de la CEMAC, bien au contraire, répond la Banque des États d'Afrique centrale, qui indique que le nouveau texte a pour objectif, entre autres, de faire face au blanchiment de fonds et au terrorisme. On ne peut pas faire l'économie de cette problématique-là, sinon on se retrouve des pays blacklistés, etc., tout ce que cela comporte, même les intermédiaires agréés, avec ce phénomène qu'on connaît aujourd'hui de risking. Donc en fait, le risque de perdre leur correspondant bancaire à l'étranger. Après avoir écouté, les chefs d'entreprise ont par ailleurs pris note des assurances des établissements de crédit, mais d'autres rencontres sont prévues afin d'harmoniser les divergences de vues et lever les incompréhensions. Et des experts de la finance publique pensent que tous les acteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de la devise au niveau de l'Afrique centrale doivent tous accorder leur violon. À ce sujet, écoutons les précisions d'Alphonse Nafak au micro d'Equinoxe Télévision. La première responsabilité, c'est d'abord celle du client. La deuxième, c'est celle des banques. Et la troisième, c'est celle de la banque centrale. Les banques sont des intermédiaires, c'est elles qui vont recueillir les ordres des clients et elles vont bien les examiner avant de les introduire au niveau de la banque centrale. Le dispositif actuel prévoit en réalité que la banque centrale peut également sanctionner les clients qui ne respecteront pas la réglementation. Donc tous les acteurs sont
obligés de se conformer à cette réglementation parce que les sanctions n'incomberont pas seulement aux banques, elles incomberont aussi bien aux clients. Donc les inquiétudes du JICAM vont être apaisées. Nous avons organisé cette première rencontre à Douala, nous entendons organiser une autre à Yaoundé et nous organiserons les rencontres autant que possible de manière à ce que l'ensemble des acteurs comprennent bien la réglementation et l'intérêt de cette réglementation pour l'intérêt de la zone. Et rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun. Là-bas, les populations sont loin de sortir du phénomène des délestages. Les manifestations se sont d'ailleurs multipliées ces dernières semaines pour dénoncer la coupure intempestive d'électricité. Le gouvernement, pour sa part, tente de rassurer les populations. En visite sur le site du directeur général de Electricity Development Corporation annonce le démarrage effectif des travaux de construction de l'usine pied de 30 MW. Plus de précisions dans ce reportage de Benjamin Issam. La région de l'Est broie du noir en matière d'énergie électrique. Les délestages sont réguliers au point de ralentir l'activité économique. Nous ne pouvons rien sans énergie. La menuiserie métallique que vous voyez, dès qu'on coupe l'énergie, tout a arrêté. On ne peut que travailler dès que l'énergie revient. S'il s'agit de 2 ou 3 jours, on va faire 2 ou 3 jours sans rien faire. Cette situation a été à l'origine de plusieurs manifestations de rue à Dimako, Batouri, Ndian et tout récemment dans la ville de Belabo. Dans l'arrondissement de Doumentan, les élites ont opté pour l'énergie solaire avec la construction d'un centre photovoltaïque. Ces délestages liés à l'alimentation eau thermique ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. Avec le barrage Lompangar, il est prévu la construction de l'usine de pieds à hauteur de 30 milliards de francs, devant alimenter 150 localités dans 3 des 4 départements de l'Est. Après quelques tergiversations, les travaux de construction de la fondation de cet ouvrage sont effectifs. Théodore Sangou, directeur général de EDC, est descendu sur le site s'enquérir de l'état d'évolution des travaux. C'est vrai qu'on a pris pas mal de retard parce qu'il y a eu des soucis de financement, mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les contraintes de financement sont levées. La BDAC, la BAD, qui sont les principaux bailleurs de fonds de cette usine, ont libéré leur code-part, y compris le gouvernement. Mais maintenant, nous sommes en train de démarrer les travaux. Parallèlement lancés, les travaux de construction de la ligne haute tension Lompangar-Bertois financés à hauteur de 9 milliards de francs par la BAD et la BDAC. Le réseau de l'Est qui comporte la ligne Lompangar-Bertois qui est déjà en cours de réalisation par l'entreprise Séchélec. Et avec le poste de Bertois que vous allez certainement visiter tout à l'heure ou demain. Et maintenant, nous sommes aussi en train de démarrer l'autre morceau de la ligne Bertois à Bongbang, Bertois Batouri et l'électrification de plus de 150 villages de l'Est. C'est pour que je dise aux populations de l'Est qu'aujourd'hui, les bénéfices que les populations de l'Est attendaient du barrage de Lompangar sont en train d'arriver parce qu'on attendait l'usine et que les désagréments, les coupures d'électricité dans l'Est ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Théodore Sangou a aussi visité la base vie des ouvriers ainsi que le laboratoire. À présent, il faut se mettre au travail afin de respecter les délais de livraison des travaux. Avant, on a rencontré avec plusieurs problèmes. Pour l'instant, les problèmes sont résolus. Donc, nous allons faire nos maximales pour bien exécuter les travaux selon les délais. Tout autre chose à présent, le gouvernement est en quête de ressources financières pour financer le programme participatif pour l'amélioration des bidonvilles au Cameroun. Et une table ronde y afférente vient de se tenir à Yaoundé entre le ministre de l'Habitat et du Développement urbain ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'ambition est de changer positivement le visage des quartiers précaires en les dotant d'infrastructures sociales de base. Écoutons donc la ministre Célestine Ketchakoutes. Vous avez vu là la matérialisation de la volonté politique du président de la République d'aller vers le développement durable.
en signant parmi les premiers chefs d'État les ODD, l'accord de Paris, et en mettant au cœur des activités du Cameroun les objectifs du nouvel agenda urbain qui met l'habitat, les logements sociaux, l'accès aux services essentiels et surtout mobilité urbaine au cœur des actions. Vous avez vu avec nos partenaires au développement, les uns et les autres, ce sont les projets complémentaires. Dans l'assainissement, dans le logement, dans l'adressage des questions de pauvreté dans les bidonvilles. Tous ces projets concourent à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et qui se profilent et qui se met en œuvre sur le terrain. Et on parle culture à présent, les peaux noires mises à l'honneur. C'est à la faveur de la première édition du mouvement Black Attitude. Les organisateurs de ce projet ambitionnent de barrer ainsi la voie à la dépigmentation et l'utilisation des produits dangereux pour la peau. L'objectif valorise le teint noir ainsi que valoriser la richesse africaine qui tend donc à disparaître. Le reportage de Farel Bounia, Isabelle Carole Zopet. Assumer pleinement et fièrement son identité culturelle africaine, c'est le combat majeur du mouvement Black Attitude, un concept qui prône le retour aux sources. Dans la vie de l'esprit, Black Attitude, c'est un état d'esprit. C'est au sein de la Black Attitude, nous déconstruisons les stéréotypes de la beauté réelle. Nous demandons au sein de la Black Attitude aux personnes albinos, foncées, claires de peau métisse, de s'accepter comme telles. Face aux hommes de médias, la promotrice a clairement défini au cours d'une conférence de presse les objectifs de cette première édition, axée sur le thème dépigmentation, pratiques et produits dangereux. Pour cette année, c'est de sensibiliser sur les conséquences qu'il y a à se dépigmenter. On constate que les femmes déjà dépigmentées sont atteintes de cancer, hypertension artérielle, cancer de la peau, du sang, du col de l'utérus. 5 sur 5 femmes, 3 femmes se dépigmentent. C'est énorme et les chiffres sont alarmants. Programmés les 12 et 13 avril prochains, plusieurs articulations vont meubler ce grand rendez-vous culturel qui permettront au public de prendre conscience de l'intérêt à barrer la route à la culturation. Les activités, notamment les défilés de mode, il y aura une conférence débat, on aura un carré cosmétique, on aura un carré mode, on aura un carré alimentaire, donc tout ça, parce que s'il faut parler de questions de santé, on devrait également parler de ce que nous consommons. Les partenaires qui accompagnent cet événement ont invité le public à répondre massivement présent à ces journées Black and Beauty. Tout le monde devait se sentir concerné par cet événement et pour que les gens comprennent que l'Afrique a des richesses qu'il faut mettre en valeur. L'Afrique a des richesses qu'il faut exploiter et lieu d'aller chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné gratuitement et naturellement. Il ne reste plus qu'à attendre les jours dits pour participer à ce combat pour la sauvegarde du patrimoine culturel africain en perte de vitesse. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Dear viewers, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinoxe Television. And we're going to begin in the northwest region of the Republic of Cameroon, where bloodshed has continued as the Anglophone crisis continues deepening further. The lifeless body of a 19-year-old boy has been discovered in an advanced state of decomposition, as Stellambo reports. It was at the foot of this hill at the third neighborhood in Santa Subdivision that the remains of 19-year-old Fomete Neville Abene was discovered in an advanced state of decomposition. According to his friends, he was last seen on Friday, March the 29th, 2019, on his way to the farm. Since then, family, friends and well-wishers took turns to the farmlands in search for Neville to no avail. I also have been calling, the number is not going through. I set an alarm. We went round, we tried to communicate to see his whereabouts. One of our brothers told us that he saw him going to the farm about 6 o'clock. After investigations, family sources say all accusing fingers are pointing at his nephew, 21 years old Kenneth Ingam Tamu. I am very, very disappointed and surprised
What makes me to be disappointed and surprised is because this death is coming from my own brother. I am surprised. It is a wonderful thing. It's something that has never happened even in this village, that one child will kill the brother. It was equally revealed that the mother to the prime suspect on Thursday, April 4th, told one of her sons to tell the family of the deceased that he had dreamt, and in his dream, the whereabouts of the deceased was revealed and that his body is lying between plantain suckers in the farmland. That is the exact location where the body was recovered on Friday, April 5th, 2019. The entire Wumbong neighborhood in Santa subdivision is in shock. The youth, men and women are in tears, mourning the loss of one whom they considered an inspiration to other young people in the area. Aside owning a provision store, the late Neville also indulged in agriculture. At press time, his body had been recovered and handed to his family for burial. Meanwhile, the suspected killer had been arrested in the littoral region where he had been hiding. And Northwest Governor Avril Lafrique meets the head coach of PWD of Bamenda, who was kidnapped and later released after hours in captivity. The governor met with the coach and the team today as they prepare to encounter new stars that will be tomorrow. Stella once more. Northwest Governor Avril Lafrique has this Saturday paid a visit to Team PWD of Bamenda shortly after today's training session. This visit comes after the coach of the team was kidnapped by gunmen on Friday, April 5th during a training session at the Catholic School Field Big Mansion, Bamenda, and later released on same day. The management of the Abakwa boys described the governor's visit as a moral booster to the players, given that they are passing through trying moments. While pleading for the release of one of their supporters who was arrested for the non-possession of the national identification card, the PWD boys assured their fans they would do all to win their match against visiting New Stars of Douala come April 7th in Bamenda. I have one problem because this morning they came and took one of team supporter. Yes. Yes, because do happen. We were having lost document without ID card. Then when he saw the police, he started running. So we only pray that everything should move onward tomorrow, and we are going to take on your word and to see that we win the match tomorrow so that everything will be fine also. Even though he is determined more than ever before to take the team to the highest heights, Coach Chopo Augustine still has his fears. They don't do everything, they don't do nothing. They even tell me that they support the team. They have another problem. But for my safety, they are very discouraged. And I'm confused. When they released me yesterday around 7:30, I was just carry my bag and go away. But I was thinking about this match tomorrow and players, my colleague, because they welcome me very well here. The #1 statesman of the region assures the team measures have been taken to ensure the smooth run of the activity. He equally called on all to contribute towards building a peaceful Northwest region. And I'm seeing the opportunity you have given to me to promise the team, the management and the coach that no measure will be neglected to create and entertain that conducive environment, including mobilizing the supporters, the population, the security men, all the stakeholders to do their own, to take their own responsibility in bringing back long-lasting peace for our region. We are hoping that we are soon going to give a befitting burial to the crisis, and we cannot achieve that goal without the collaboration of the population, the traditional rulers, the elites, the religious authorities, everybody. Chopo Augustine took over as head coach of PWD of Bamenda at a time when the team was last in Pool A with 9 points.
She won its first match against Union Sportive of Douala by 2-0. Even though they still occupy the last position, a victory over visiting New Stars of Douala would take Team PWD forward. PWD Bamenda is the second team in the region whose coach has been kidnapped and later released. This comes few days after the former coach of Young Sports Academy was kidnapped and released. In a bid to mitigate the devastating impact of the Anglophone crisis on business and state revenue, the government of the Republic of Cameroon offers a 30% reduction in tax revenue to business persons operating in the crisis-hit northwest and southwest regions of the country. Nji Donatos, senior tax or Beta-C Treasury Inspector, made this information public in the southwest regional chief town, Boya. Our correspondent, Derek Jato, files in details. In a region characterized by sit-in strikes, known here as ghost town days or lockdown, businessmen and women say anything commercial is on its knees, and so too the revenue into the treasury. Reason why at a seminar on the nomenclature of the Southwest Treasury accounts for the 2019 financial jurisdiction, Mr. Angola Bassi, Treasury Paymaster General of the Southwest region, reviewed the financial situation in his area of command. It's true that the situation is not good as it was 3 or 4 years ago, but today we are trying to do an effort with the support of the hierarchy, the support of all the stakeholders. The head of mission from Yaoundé, Mr. Nji Donatus, a senior treasury inspector, said the government is not unaware of the hardship and measures have already been taken to reduce taxes on businesses that will reopen in the conflict-hit regions. The government has instituted an incitement for businesses that closed up in crisis zone like the Northwest, Southwest and the extreme North, that if they want to reopen their businesses, we are going to give them a tax break of 30%. I mean, that's an incentive to promote business people to reopen their businesses in this crisis zone. The seminar had as primary objective to drill public accountants of the Southwest region on how to execute the 2019 finance budget, laying more emphasis on the innovations for proper implementation. The Southwest public accountants were also challenged to double their efforts, especially in revenue collection. And with regards to the rising trend of insecurity, violence, drug consumption and other issues in schools across the Republic of Cameroon, a non-governmental organization has called on governments to put in place structures that will help in the proper upbringing of young people. And Zenu Network believes this will go a long way to curb the issues recorded in schools across the country. Details in this report by Smanjik and Gebre. The increase in immoral behavior amongst the youth is threatening the school milieu with several social ills. Most recently, the stabbing to death of a student at GBHS Daido brings back very poor memories. According to the coordinator of a non-governmental organization known as Zenu Network, Flambon Zenang, I am calling on education authorities to go for the solutions rather than asking for who went wrong. Chercher qui a tort ou qui a raison, mais plutôt rechercher comment sortir de là. How can we get out of this semi-hell which has transformed our education sector into a terrain where drugs are consumed, sexual harassment, lack of respect for teachers, and the phenomenon of sexually transmitted marks have become the talk of the day? Zenu Network proposes pedagogic way for us to get out of this current situation plaguing most of our educational institutions. According to Floben Zenang, un dispositif qui se repose sur 4 piliers.
We should install denunciation boxes in secondary schools, put in place clubs that will sensitize young ones, create an observatory body that will verify that the denunciations are real and also ensure that sanctions are given out. Si ça ne marche pas très bien, on peut faire appel également à des personnes relais qui soutiennent les responsables dans ce combat. It is an urgent call for our schools to be saved, for them to be the real centers of good upbringing of our young ones and not areas for the training of drug addicts and killers. Cameroon's Minister of Territorial Administration, Atanganji Paul, was once again threatened to ban the Cameroon Renaissance Movement CRM political party of incarcerated Professor Maurice Kamto over alleged plans to destabilize the country. In his last press statement, he accused the CRM political party of planning an uprising under the guise of a peaceful protest. Details with our reporter Fomi Armstrong Sanda. Communique made public on the 5th of March 2019, Paul Atanganji of Territorial Administration says he will ban the Cameroon Renaissance Movement's political party if its supporters and sympathizers continue with what he qualifies as plans to destabilize Cameroon. Making reference to the planned nationwide peaceful demonstration of the party, initially billed for Saturday 6th of April and now moved to the 13th of April 2019, the minister said the move is a provocation and planned uprising. Though the Cameroon Renaissance Movement's political party leaders had announced a shift in the date of the protest from April 6, 2019 to April 13, Paul Atanganji says programming a protest on April 6, which is a significant date in Cameroon, is a proof that the CRM party is working on a plan to destabilize Cameroon. On April 6, 1984, Cameroon witnessed a failed coup d'etat. Atanganji accepted that the people of the northwest and southwest regions of the country are suffering, and he thinks that political parties, including the CRM, should concentrate on how to assist in bringing lasting peace to the affected regions. Describing the CRM party leaders as people who have made it a duty to defy state authority, Minister Atanganji promised to apply Law Number 90/56 of 19 December 1990 on the activities of political parties in Cameroon. He went further to categorically state that the protest march of the CRM party, billed for April 6 and 13, is banned across the National Triangle, and governors, divisional officers as well as subdivisional officers are responsible for the strict implementation of the decision. And that's it for today. Thanks for staying with us. Good night, Nadine. Good night, Babila Jonathan. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.